Parviens-tu à t'aimer, à accepter toutes les parts de toi, toutes tes particularités et en particulier celles de ton corps? Si tu es comme la majorité de mes patientes, cela peut te sembler chose impossible. Alors, pour te donner espoir et te convaincre du contraire, mon invité du jour te partagera ses secrets pour embrasser sa féminité et enfin être en paix avec soi. Mangerie M, le joyeux podcast qui te fait oublier les régimes pour adopter la joie. Tous les lundis dès 7h sur ta plateforme préférée. Cette femme épouse et maman épanouie est passionnée par l'humain et les voyages. Le cœur partagé entre la science et son côté artiste, elle a débuté son parcours par un master en histoire. Très vite rappelée par ses passions, elle voyage jusqu'au Népal pour une mission humanitaire de 2 ans. Par la suite, elle se forme à la relation d'aide et à diverses techniques et pratiques thérapeutiques et énergétiques. Aujourd'hui, cette maman nomade hors du commun guide les women à s'aimer et à vivre avec plaisir leur vie de femme, d'amoureuse et de maman. J'ai eu la chance de croiser sa route il y a quelque temps et je me suis dit qu'elle était la bonne personne pour t'inspirer et t'insuffler l'amour de toi. J'ai la joie et beaucoup de gratitude de recevoir ma toute première invitée, Gwendaëlle Bouillon. Bonjour Gwendaëlle. Salut Chloé. Un tout grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie que tu sois la première à passer dans ce podcast. Merci à toi aussi de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être là et vraiment, je me sens super honorée aussi d'être là. Donc merci. Écoute, je t'ai invitée parce que je trouve que tu corresponds bien à ce podcast dans l'énergie que tu dégages. C'est toujours très joyeux, il y a beaucoup d'amour, voilà, il y a une énergie hyper positive et j'avais envie d'insuffler ça pour un des premiers épisodes. Et donc, je propose que mes auditeurs puissent te découvrir un peu, découvrir ton parcours, découvrir ce que tu fais et les conseils précieux que tu pourras leur donner aussi, surtout par rapport un peu à l'acceptation de soi et l'amour de soi, en particulier par rapport à son corps, puisque c'est plutôt mathématique. Et moi, on va plonger directement dans cette interview et je voulais parler d'abord de ton parcours qui est assez atypique, car dès le départ, tu as eu vraiment ce courage aussi d'assumer tes envies et tes choix, de te respecter toi-même. Je pense tout d'abord à tes études. Tu m'avais parlé un petit peu de ce parcours-là qui n'était pas tout à fait aligné avec le milieu d'où tu venais. Et je trouve que ça dénote dès le départ une acceptation et un amour pour soi. Tu peux nous en dire un petit peu plus de ce début de parcours-là ? Oui, disons que mon début de parcours, c'est vrai que je viens d'une famille où faire des études n'était pas spécialement quelque chose d'habituel. Et en même temps, c'est vrai que ma maman avait aussi une certaine fierté, je dirais, à ce que potentiellement je fasse des études. Et surtout les études, donc tu as nommé les études en histoire, et il y a énormément de préjugés par rapport aux études en histoire, énormément pas mal je dirais de critiques aussi vis-à-vis de ces études-là, ça sert à rien, etc. Et mine de rien, j'avais cette passion à l'époque, et c'est vrai que je l'ai suivie en fait. Je l'ai suivie, et je me suis dit, je sais pas exactement où ça me mènera. J'aimais aussi la météo, donc j'ai aussi passé mes examens d'entrée à l'armée pour être météorologue, tu vois, que j'ai réussi. Et puis finalement, je me suis inscrite en histoire. J'étais là, quelle passion je vais suivre. Et 5 ans après, en effet, j'avais mon master en poche. Et là, c'était vraiment OK. Alors j'avais un peu galéré parce qu'on avait eu beaucoup de problèmes à la maison, mais je l'ai eu. Et là, c'est vrai que c'est la grosse question. Mais en fait, OK, c'était une de mes passions, mais là, maintenant, c'est pas ça que j'ai envie. Et en fait, je sais pas exactement de quoi j'ai envie. Donc, c'est vrai que, ne fût-ce que le début de mon parcours était aussi, de m'écouter. Et même après mes études, où on avait eu cette espèce de réunion à l'UNIF qui nous disait qu'après, on devait s'inscrire au forum, chercher de l'emploi, etc. J'étais là, mais non, en fait, moi, là, maintenant, ce dont j'ai envie, c'est autre chose. Et j'ai suivi ça. Et voilà.
Et ce choix d'études, donc tu me dis c'était pas commun dans ta famille, ça a été facile à faire accepter et toi, voilà, tu t'as jamais hésité à se dire bon, je vais plutôt faire comme le reste de ma famille, j'ai pas envie de déplaire ou de choquer ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui était inné en toi, cette envie, cette détermination à faire ce qui est juste pour toi? Je dois dire oui et non, dans le sens où c'était très 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 difficile pour moi de déplaire, mais j'avais la chance à l'époque que même si c'était pas nécessairement monnaie courante dans ma famille, bah ils n'en avaient pas grand chose à cirer de ce que j'allais faire. donc, donc bah, voilà, mon père était assez indifférent, il voyait absolument pas l'intérêt d'étudier et encore moins des études universitaires, mais si c'était mon trip, bah pourquoi pas quoi, tu vois. Donc voilà, il trouvait que j'avais 5 ans à perdre, mais enfin, je veux dire, en dehors de ça, il avait aucun mal à ce que je fasse des études. Il est venu voir avec beaucoup de joie ma défense de mémoire. Enfin voilà, il a toujours été donc, il m'a encouragée, enfin, à sa manière, mais voilà. Et maman avait une certaine fierté. Ma grand-mère ne voyait absolument pas l'intérêt non plus. Et elle me demandait tout le temps, alors mes petits, comment ça va à l'école? Et voilà, enfin, mais c'était mon... Et en fait, c'est vrai que j'ai eu cette chance que ils n'ont jamais été contre. Maintenant, il y a d'autres endroits dans ma vie, comme par exemple le fait de partir en voyage alors que j'avais le sacro-saint diplôme. Ça a été un peu plus difficile à accepter. Oui. Voilà. Mais, enfin, c'était, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi tu cherches pas juste un emploi et quelque chose de stable et de sérieux et de l'argent à gagner? Et en fait, moi, je rêvais juste d'aller voyager, d'aller découvrir d'autres endroits, de faire du bénévolat, en fait, tout ça, en fait. Et donc ça a été un peu plus difficile. Et c'est à ce moment-là que ça a été un peu plus, je dirais, rock'n'roll pour moi de oser faire ce que j'avais envie de faire, en fait. Ouais. Et tu étais quand même encore assez jeune à ce moment-là, et de devoir s'affirmer face à sa famille, ses parents, c'était pas évident, je pense, alors à ce moment-là. De nouveau, je dirais oui et non dans le sens où j'étais dans un moment où dans ma famille c'était très très, enfin c'était vraiment difficile à cette époque-là. Et donc le fait d'ajouter ça en plus ou pas, c'était quelque chose qui venait s'ajouter. Mais voilà, c'était, je veux dire, peut-être pas un cheveu, un peu plus qu'un cheveu, mais parmi une certaine difficulté qu'il y avait déjà à ce moment-là, on va dire. Et mais oui, c'est vrai que c'était ce qui était dur dans le fait de m'affirmer, c'est vraiment savoir que ça va pas plaire. Et à ce moment-là, c'était surtout à ma maman. Ça allait être difficile en fait. Et puis entendre des jugements aussi très clairement. Les entendre, les recevoir, parfois c'était des paroles qui étaient dures. Et ça a été difficile en fait. Par rapport à d'autres choix de vie aussi que j'ai pu faire, comme voilà, moi j'ai aussi connu un maître, enfin, et je la connais encore, spirituel, et ça a été très dur à l'époque pour ma maman aussi, par exemple. Et maintenant, plus spécialement, hein, mais à ce moment-là, c'était très dur, et donc, ouais, ça, c'était difficile. Et donc, très jeune, finalement, tu as fait ce chemin-là de faire ce qui est bon pour toi, de te choisir toi en premier. Ouais. Quoi. On va rentrer un peu plus dans les détails après de voir les conseils que tu as. Ici, je reviens un petit peu sur ton parcours encore. Quand est-ce que tu t'es rendu compte vraiment que tu avais cette passion pour l'humain et peut-être aussi quelques notions, certaines capacités que tu as. Quand est-ce que ça a éclos tout ça? Je pense que c'est à peu près dans ton voyage humanitaire ou Oh là 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 là, la question. Désir de... Il y a différentes choses. Il n'y a peut-être pas un moment précis, hein, peut-être plusieurs étapes. Hein. Je vais dire depuis toute petite, j'étais extrêmement touchée par l'humain et par la nature, par toute la vie avec un grand V, par les animaux, enfin par tout ce qui nous entoure en fait, et par les êtres humains. Et je me souviens, mes parents étaient famille d'accueil à un moment pour une jeune fille qui venait de Biélorussie, qui habitait près de Tchernobyl où il y avait eu beaucoup de problèmes sanitaires après l'accident. Et donc Margarita revenait tous les ans. Et je me souviens que j'étais déjà, à chaque fois que je voyais arriver ce car,
et que je voyais repartir ce car avec tous ces enfants, je pleurais comme une madeleine en fait. Et ma maman me disait, mais c'est chouette, ils viennent pour 2 mois et tout, tu vas les retrouver. Et puis mes parents étaient un peu démunis en fait face à ce que je ressentais. Et ça peut paraître un détail, mais moi ça a vraiment été, enfin c'est parmi mes premiers souvenirs très intenses de comment je pouvais être touchée en fait par ce que d'autres êtres humains finalement pouvaient vivre. Et parfois j'entendais oui qu'à tel endroit dans le monde c'était pas facile, à tel endroit dans le monde c'était pas facile, mais Margarita je la voyais en fait, je voyais son état de santé, Oui. je l'entendais parler, je voyais aller à des rendez-vous médicaux avec elle pour pouvoir donc j'étais vraiment dans le vif si tu veux. Et c'était déjà à l'époque où j'étais très touchée en fait. Et bon, à l'époque, voilà, je savais pas comment juste être touchée sans prendre sur moi. Donc ça, c'est autre chose. Ouais, ouais, Maintenant, j'ai appris. Mais voilà, et puis de manière générale, en fait, beaucoup de gens venaient un peu. J'étais pas socialement, c'était pas très facile. Mais par contre, c'est vrai que pas mal de gens, quand c'est difficile, venaient un peu se livrer à moi ou voilà. Et quand j'ai fait mes voyages, en effet, au Népal, et puis, alors c'est pas tout à fait 2 ans au Népal. Je suis restée quelques mois au Népal, mais après, je suis partie en Amérique centrale, en fait. Et bon, c'est pas très important. En tout, j'ai voyagé en effet à peu près 2 ans à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'a plu énormément. Et j'ai fait du bénévolat au Costa Rica pendant 6 mois dans un projet de cirque social. Et là, pareil, ça m'a... Enfin, j'étais comme un poisson dans l'eau, si tu veux. De contribuer et d'être vraiment... ouais, d'être tellement dans quelque chose de profondément humain et simple. Et c'était beau. Et donc... Voilà, et mon propre cheminement à moi mais voilà, d'aller me rendre compte de certaines blessures intérieures que je pouvais avoir, de ce que je portais, de tout ça, et après de moi-même apprendre à m'aimer, de moi-même apprendre tout ça et faire ce cheminement, je me suis rendu compte, mais purée, ça change tellement la vie en fait. Et c'est à ça que j'ai envie de contribuer. C'est à ça, parce que ouais, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est le début pour répondre à ta question. Et quelle est la plus belle chose qui t'est arrivée depuis tes débuts? La plus belle chose, je dirais de moi à moi, ça a vraiment été de redécouvrir cet amour et cette compassion vis-à-vis de moi-même en fait. Et je pense que sans ça, je serais pas aussi bien que ce que je suis maintenant. Je suppose que c'était un chemin, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain ou dans un déclic. Tout à fait, je dirais, c'est pas un jour, enfin voilà, c'est pas du jour au lendemain en effet, mais c'est vrai quand j'ai connu en fait cette maître spirituelle, j'ai fait un programme à un moment-là avec elle et j'ai vraiment ressenti énormément d'amour de sa part vis-à-vis de moi. Et enfin, je me souviens avoir pleuré, avoir énormément reçu à l'époque. Et ce jour-là, j'étais là, c'est ça de juste me sentir aimée, pas pour ce que je fais, pas pour juste pour qui je suis en fait, sans avoir rien à faire, sans avoir à prétendre quoi que ce soit, sans avoir à... Waouh! Et ça a été très clairement une des choses, d'avoir reçu cet amour, et après d'avoir appris alors à me le redonner, mais d'abord de l'avoir... Oui, c'est pas évident, on rencontre pas beaucoup de personnes qui sont capables de cet amour-là, c'est un peu, je comparais ça à l'amour qu'un animal peut nous porter, Tout tu à vois, fait, qui est toujours content de nous voir, peu importe ce qu'on fait, qui voilà, va toujours être de bonne humeur et enthousiaste et accueillir qui on est juste parce qu'on est, quoi, et pas parce qu'on est en train de faire socialement ou voilà. Mais en tant qu'humain, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui a cet amour pour nous ou d'en faire la démonstration à l'autre. C'est ça aussi, j'imagine que c'est tout un apprentissage. Et en tout cas, voilà, je pense qu'on mériterait, ça mériterait qu'on soit plus nombreux à pouvoir témoigner de cet amour-là. C'est peut-être ce que tu fais un peu dans tes accompagnements aussi. Oui. Mais disons que oui, c'est offrir cet amour en fait. Et ouais, je trouve que c'est à la fois quelque chose de... Je fais la différence entre simple et facile dans ma vie en fait. Oui. Et à la fois extrêmement simple parce que notre cœur, en fait, je veux dire, sa nature, c'est d'aimer. Si on n'a pas les éventuels
jugement par rapport à ceci ou à cela, les éventuelles étiquettes qu'on va mettre. Si on n'a pas, je dirais, des choses un peu préconçues ou nous-mêmes qu'on n'est pas trop un petit peu pris dans nos cacas et tout ça, et dans nos éventuelles projections et tout, en fait, il reste cette expérience de l'amour. Et, euh, et voilà, et que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou que ce soit vis-à-vis de la personne qui est en face de nous, et vraiment, pardon, de la voir en tant que cet être juste magnifique. Tu vois, un bébé, quand il vient sur Terre, enfin, je veux dire, la plupart des gens, quand on voit un bébé, qu'est-ce que... Oh, je veux dire, même s'il est un peu fripé, même s'il est un petit peu... qu'est-ce qu'on va faire? C'est... Oh, enfin, tu vois, on va... Et en fait, finalement, ben, en chacun de nous, peu importe notre âge, il y a cette graine de... il y a cette pureté, en fait. Il y a cet espace où on est dans cet état de pureté-là. Alors oui, l'environnement dans lequel on a grandi, ben voilà, on a pu prendre certaines choses, on a pu se raconter certaines choses à notre sujet, on a pu commencer à juger l'environnement, on a pu commencer à plein de choses, on a été blessé, etc. Mais en même temps, il y a cette essence de pureté en fait en chacun de nous, ce bébé finalement entre guillemets qui après, mais c'est là et c'est vrai que quelque part, tout en n'isolant pas le reste et en allant libérer ce qui est à libérer. C'est ce qu'on retrouve aussi dans mes accompagnements, et c'est comme ça que je vois les gens, c'est cette pureté en fait, et c'est de se concentrer là-dessus, et voilà. Ouais. Merci. Ouais. Je voulais te poser une question un petit peu plus personnelle et on a abordé ben voilà ta relation à toi-même, que tu as découvert l'amour que tu pouvais te porter à toi-même et je voulais te demander quel est ton rapport au corps aujourd'hui et est-ce qu'il en a toujours été ainsi ou est-ce que ça a été différent auparavant? Parce que là aussi, hein, moi j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des difficultés à ne fût-ce qu'accepter leur corps, hein, qui sont vraiment en guerre contre leur corps. Et je pense qu'on a chacune aussi, dans notre société, voilà, été influencée et ça dépend du milieu social, du milieu familial. Mais on a toute une relation particulière avec notre corps. Et toi, comment ça se passe alors? Ouais. Alors, à l'heure actuelle, j'ai énormément de plaisir à être une femme, à me sentir femme, parce que c'est vraiment, en fait, je me sens, en fait, femme, et j'aime tellement ça. Et j'aime mon corps. Et même si, je dirais, quand j'ai mal quelque part ou que j'ai des douleurs, il y a une part de moi qui aurait pas envie d'avoir mal, je suis dans cet état de compassion, et je me dis, voilà, même s'il y a une part de moi qui, là, maintenant, a pas envie d'avoir mal, parce que c'est pas spécialement agréable, mais je reste dans cette compassion vis-à-vis de mon corps, dans cette gratitude vis-à-vis de mon corps qui est juste fabuleux, qui fait un boulot de dingue. Enfin, je veux dire, biologiquement, c'est une machine, mais juste fabuleuse, en fait. Et, enfin, voilà. Et donc, c'est vraiment dans cet état d'amour vis-à-vis de mon corps, intérieurement et physiquement. Et donc, c'est vraiment aussi, j'aime maintenant mon corps, je me plais, en fait, je sais pas comment dire autrement, mais je veux dire, je me vois et je me plais et j'ai plaisir à être dans mon corps, en fait, et j'ai plaisir à être mon corps et j'adore ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été le cas tout le temps, loin de là, vraiment. Loin de là parce que j'ai beaucoup subi des moqueries quand j'étais plus jeune par rapport aussi bien à mon visage. Enfin, je veux dire, c'était très très dur, voilà, que le reste de mon corps, on me disait fil de fer, planche à repasser. Enfin voilà, on me disait que de toute façon une femme qui a pas de forme, ça attire pas les hommes. Comme si à 16 ans, t'es là, ouais, mais mon but dans la vie, c'est d'attirer les hommes. Enfin, en fait, voilà. Mais bon, bref. Hein. Et donc, pour moi, ça a vraiment été, je veux dire, même mon parrain, à l'époque, s'est beaucoup moqué de moi, alors que c'était un homme qui se moque d'une adolescente. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très dur. Et donc, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à apprécier mon corps, à accepter mon corps à la base déjà. Enfin voilà, c'était vraiment très dur et j'étais un peu comme coupée de lui. Et puis mes sens, enfin voilà, je suis hyper esthésique, mais de tous les sens. Et donc j'étais extrêmement vite envahie aussi par tout ce que mon corps me faisait ressentir. Et donc tout ça faisait que c'était pas spécialement évident. Voilà. Donc non, ça n'a pas toujours été le cas. Waouh, c'est vraiment un parcours incroyable, hein, parce que de passer
je supporte pas mon corps, je suis coupée de lui à aujourd'hui, voilà, je me kiffe et j'adore être dans mon corps de femme et je me plais. Je pense que c'est le rêve de toutes les nanas qui viennent me voir et qui disent moi je veux absolument perdre des kilos pour enfin m'aimer. Voilà. En fait, toi, t'as pas changé de corps pour t'aimer, t'as pas changé de visage non plus, donc. Non, et je pense que c'est toujours un peu multifactoriel, mais que le fait de s'aimer à la base, de s'accepter, enfin pour moi quelque part c'est la base. Je veux dire, quelle que soit la démarche que je vais faire dans ma vie, que ce soit, moi à un moment j'ai voulu prendre du poids, tu vois. donc, donc voilà. Ouais, j'imagine. Ouais. Et je dirais c'était, enfin ça a vraiment été d'apprendre moi-même à la base à m'aimer parce que je pourrais vouloir prendre du poids dans un état d'esprit de oh je suis pas assez bien, il faut que je sois autrement, j'ai envie d'avoir assez de forme, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Et en fait partir de cette espèce d'état d'esprit qu'en fait je suis pas assez bien tel que je suis là maintenant et finalement faire une action qui va juste aller nourrir cet état d'esprit et qui va juste le renforcer en fait. Et je vais le faire mais contre moi et non pas parce que fondamentalement j'ai envie, enfin là récemment j'avais un peu mal au dos et je fais des abdos hypopressifs du coup, enfin voilà, des histoires. Mais je veux dire, je pourrais très bien les faire en étant fâchée contre mon corps, fâchée d'aller mal et puis il faut bien les faire, etc. Et en fait ça va juste me faire me saouler. Ou me dire, ok, en fait, ben là, ça fait mal dans mon dos. Qu'est-ce que je peux faire? Et ah, il y avait ça que mon ostéopathe m'avait dit, que ma kiné m'avait dit. Ok, et je vais essayer. Et en fait, quelque part, d'avoir accepté que j'avais mal au dos, ça ne veut pas dire me résigner, ça ne veut pas dire abandonner, c'est juste ne pas me battre contre moi-même. C'est vraiment arrêter de me juger d'avoir mal. C'est vraiment la différence pour moi entre l'acceptation et la résignation, c'est que, en fait, ce qui est, et j'apprends, parce que c'est un apprentissage à être en paix avec ça, à arrêter de le juger. Voilà, mais je ne me résigne pas pour autant. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire par amour de moi, en fait? Et ok, je vais faire ça. Et ben, je peux t'assurer que ça fait quelques jours, même plus qu'une semaine que je repratique ces abdos. Et je kiffe de les faire parce que je sais que c'est pour mon bon, que ça me fait du bien. Je fais avec plein d'amour. Enfin, et quoi que je vais faire, ben, c'est vraiment qu'est-ce qui vient nourrir à la base en fait. Tu vois? C'est complètement ça, c'est vraiment cet état d'esprit qui change tout. C'est pas exactement ce qu'on va faire, parce que tu le dis, hein, voilà, pour ton dos, des abdos progressifs, tu les aurais faits, mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on va amener cette action qui va être plutôt pour le corps plutôt que contre le corps. Je pense que c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on peut commencer ce chemin vers l'acceptation qui n'est pas la résignation. C'est vraiment une notion, je pense, essentielle à comprendre aussi. C'est pas oh là là, tant pis, j'ai mal au dos, c'est comme ça, je vieillis ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et je prendrai à la limite un antidouleur si ça fait trop mal. Non, c'est vraiment ok. J'ai mal au dos, et c'est pas de se dire je ne devrais pas avoir mal au dos. Il ne faut pas que j'ai mal au dos. C'est ça. C'est ok. Mon corps me dit qu'il est pas content, qu'il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, quoi? C'est vraiment ça. Et que ce soit, comme tu dis, c'est un super exemple parce que celui-là, il n'a pas attrait au poids, donc ça paraît évident, quoi, pour tout le monde. Ça paraît clair. Mais par contre, quand on parle du poids, là, c'est vrai que c'est plus difficile de faire cette démarche intellectuelle, de se dire, ok, acceptation ne veut pas dire résignation. Qu'est-ce que je fais pour mon corps et pas contre mon corps? Voilà, c'est un processus qui est parfois un petit peu plus long à mettre en place. Et je suppose que c'est celui-là que tu as finalement adopté aussi pour ton corps, hein, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Pour son aspect qui te plaisait pas et que tu as embrassé complètement aujourd'hui. Tout à fait, mais ça a demandé énormément en fait, d'être en compassion avec toutes les parts de moi qui avaient énormément souffert du regard des autres. Des attentes de notre société où enfin, on voit des femmes qui finalement ne ressemblent pas vraiment aux femmes, mais bon bref, sur les magazines, etc., sur Internet, et tout ça. Donc, et vraiment, enfin, je me souviens, même en primaire, je dirais, c'est d'avoir été connectées toutes les petites Gwendael en moi, et puis toutes les adolescentes dont on a pu se moquer, vraiment, qu'on a pu humilier, et d'avoir pu vraiment, depuis
un amour que j'ai petit à petit reconnecté aussi en tant que femme, d'avoir pu vraiment aller les aimer en fait telles qu'elles étaient, d'avoir écouté leurs souffrances, d'avoir écouté tout ça. Et évidemment, je dirais, c'est pas du jour au lendemain, et ça s'apprend de pouvoir retourner dans un espace de cœur qui demande aussi de recultiver sa sécurité intérieure, enfin voilà. Mais vraiment, enfin moi je me souviens d'un jour où Cassandra, qui était en primaire, il y avait Miss Belgique qui était à la télé, je te dis pas, hein, à l'époque c'était un peu encore la mode, et puis elle nous avait dit, Ouais. en tout cas ici tout le monde pourrait l'être, sauf Gwendael tellement elle est moche. Enfin bref. Et tu vois quand t'es en... Ouais, c'était, tu vois, c'était ce genre de truc, et c'est pas du tout en victime que je viens dire ça, hein, c'est vraiment, c'est pour te donner un exemple de Ouais. quelque chose que j'ai dû aller embrasser en fait, parce qu'évidemment cette petite Gwendael Oui. qui avait entendu ça à genre 9 ans, tu vois, qui comprenait pas d'où Ouais. ça sortait, ben en fait ça a été mais d'aller, et j'ai pas fait toute seule, hein, j'ai eu des thérapeutes, j'ai eu enfin voilà des personnes aussi pour m'accompagner, mais ça a vraiment été de aller l'aimer et d'aller écouter sa souffrance en fait, et petit à petit, de sorte à ce que finalement les souffrances qui avaient pu être engendrées à l'époque ne viennent plus l'idée, si tu veux, mon estime de moi à l'heure actuelle. Ouais. Donc c'est Ouais. vraiment Ouais. que ce ne soit pas ces parts entre guillemets d'ombre qui viennent un petit peu de me piloter, si tu veux, dans l'ombre par rapport à l'estime de moi, et aussi d'apprendre à rendre, quand mon parrain s'était moqué de ma poitrine par exemple, voilà, et ben, de quelque part de pouvoir de nouveau, de pouvoir accueillir, de pouvoir ressentir ce qui a été dur à l'époque, de pouvoir l'accueillir avec énormément d'amour, et aussi de pouvoir rendre à ces personnes-là leur regard, leur jugement. En fait, tu vois, ça n'a rien à voir avec nous tout ça. Je veux dire, quand quelqu'un pose un jugement sur notre corps, finalement, ça nous appartient absolument pas. Ça parle de cette personne, ça parle de tout ça, et donc c'est vraiment de... Moi, j'ai pu... À un moment, j'ai compris ça avec ma tête, et puis vraiment avec mon corps et mon cœur, de vraiment... En fait, de rendre ça à ces personnes-là. Parce que ça n'a rien à faire dans mon champ, en fait. Ouais. Donc ça a été tout ça. Ouais. Bah, c'est une première étape, effectivement, de s'en rendre compte intellectuellement, hein, que bah, voilà, les critiques qu'on peut recevoir, ça parle juste de l'autre personne, de sa vision des choses, de voilà, hein, ses valeurs, c'est son propre référentiel. C'est une chose de l'intellectualiser, c'est encore une autre de l'intégrer, ça c'est encore une autre étape. Alors, je voulais te poser encore une question, c'est qu'est-ce que les gens ne réalisent pas par rapport à l'amour de soi ou à ce parcours-là? C'est comme si un peu on avait un truc devant les yeux ou des œillères ou un brouillard comme ça. Qu'est-ce qui, à ton avis, est la plus grosse... oui, j'aurais pas le mot non plus en français, ça me vient en anglais. Mais voilà, t'as compris un peu l'idée? Oui, c'est ça. Un peu comme... oui. Alors, je dirais qu'il y a différentes choses, mais la première, c'est que parfois, ça paraît une montagne, en fait. Alors que c'est petit à petit, et qu'il n'y a pas un moment dans la vie où c'est bon, j'ai atteint le sommet de la montagne, je m'aime, et tout est parfait, tout est nickel. Ouais. Et où illusoirement, tout à coup, ah ben voilà, je serai dans un monde idéal où finalement je serai épanouie, et comme si épanouie, ça voulait dire tous les jours hyper heureuse. Ouais, exactement. Je crois que t'as mis le doigt dessus, vraiment. C'est cette image qu'on a que il y a des femmes comme ça qui s'aiment et qui s'aiment inconditionnellement tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, quoi. Oui, et en fait, c'est vraiment réapprendre à s'aimer, c'est justement s'aimer dans les hauts et dans les bas. Et je dirais, se sentir épanoui, c'est pas illusoirement être toujours haute, c'est aussi, en fait, je me sens épanouie parce que j'arrive à vivre de manière assez, entre guillemets, fluide, les moments où je suis dans les hauts, les moments où je suis dans les bas, surtout quand on est cyclique aussi en tant que femme, et je dirais à vivre... Ben voilà, tout ça avec une certaine simplicité, même si par moments ça peut être plus difficile en fait, et je peux demander de l'aide à une amie, je peux demander tout ça, donc voilà. Mais c'est vraiment, il n'y a pas un moment aussi où, paf, c'est acquis quoi, tu vois, où illusoirement ce serait acquis, non, et puis c'est aussi tous les jours, c'est aussi, enfin, typiquement là quand j'ai eu ce mal de dos, ben ouais, c'était, tu vois, c'est aussi comment je peux accueillir la part de moi qui peut-être va pas être très heureuse d'avoir mal au dos, et puis me foutre la paix, et à chaque fois c'est un cheminement, et le tout c'est pas de illusoirement à un moment se dire c'est bon, c'est tout le temps ceci, c'est juste
à chaque fois faire... Enfin, voilà. Et justement, ma question suivante, c'était les jours où tu es un peu down, où tu es moins bien, les choses sont un peu plus difficiles. C'est quoi la première chose à laquelle tu penses pour ne pas t'enfoncer dans cette morosité, dans te morfondre, justement, ah, ça va pas, je suis moche, j'ai mal. Hmm. En fait, c'est là maintenant, c'est vraiment de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin là maintenant, en fait. Mhm, Mais vraiment, vraiment profondément envie, vraiment profondément besoin. mhm, Ça peut être de me reposer, ça peut être d'aller faire un tour, ça peut être, et si dans l'emploi du temps, je dirais, ça se met pas tout de suite, comment je peux m'engager vis-à-vis de mhm, moi-même mhm, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir le faire, si tu mhm. veux. Mais c'est vraiment de quoi mon corps, de quoi moi j'ai envie, de quoi moi j'ai besoin là maintenant, en fait. Ouais, génial. Et comme tu le disais, ça se met pas toujours dans l'emploi du temps, hein. On est femme, on est épouse, compagne, maman. Je pense surtout Ouais, aux mamans voilà, qui doivent s'occuper de leurs enfants, des enfants en bas âge, qui sont pas autonomes, et qui me font part généralement, hein, de, de cette difficulté à ouais, accéder à leurs besoins, à leurs propres besoins, et déjà à prendre en compte et à réaliser quels sont leurs besoins, parce que souvent, elles sont complètement déconnectées et elles ne prennent pas le temps de penser à leurs propres besoins. Et d'un autre côté, en plus, quand on en parle en consultation, c'est même pas une difficulté, ça semble carrément impossible pour elles. ouais. Comment toi, en tant que maman, parce que t'as combien d'enfants, Gwen, à présent? Deux. T'as deux filles, hein, c'est ça? Ouais, j'ai deux filles, ouais. Et voilà, et tu es nomade pour l'instant, donc vous voyagez en camping-car. Et Ouais. comment tu fais justement, toi, avec tes filles qui sont là non-stop, hein, pour Mhm. prendre soin de tes besoins? Comment est-ce que tu es arrivé à trouver cette espèce d'équilibre, ce Graal, quoi, tu vois, que toutes les femmes cherchent pour savoir, ok, qu'est-ce que je donne à ma famille, qu'est-ce que je me donne à moi, comment est-ce que tu as navigué jusque là, comment tu as trouvé un petit peu ton mode d'emploi à toi, parce que chacun a son propre mode d'emploi, hein, je suppose. Tout à fait, oui. J'ai juste rebondir sur un mot que tu viens de dire, qui était l'équilibre. Parce que, de mon expérience en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre. Tu vois qu'on est cette espèce de funambule sur le fil avec notre perche et Ouais, que quelque part, il y a toujours un petit mouvement de vent qui fait qu'on va devoir retrouver, je sais ouais. pas moi, une vie moins bonne, un enfant qui est Mhm. malade, C'est quelque ça, chose hein, qui fait que ouais. finalement, l'équilibre est C'est un toujours équilibre très instable, momentan. hein. C'est ça, une sorte d'équilibre instable. Mais finalement, pour moi, ça a été moi qui ai illusoirement cherché un équilibre définitif pendant les premières années de ma première fille. Ça a été un énorme pas de me rendre compte qu'en fait, c'était instable et que j'aurais pas le fameux Graal à un moment, si tu veux. Enfin bref. Ouais. Mais voilà, pour répondre à ta question, j'ai des petits rituels dans ma vie en fait, et des Mhm. rituels, je dirais, qui sont assez courts pour que je puisse les mettre dans ma vie, genre 2 minutes, tu vois. Waouh, ouais. Ouais, non, mais des petites choses comme ça qui prennent quelques minutes, mais que je pratique vraiment. Alors j'ai aussi des choses, voilà, par exemple le matin, je sais que même quand Anna allait à l'école, alors maintenant évidemment elles ne sont plus scolarisées, mais je dirais j'ai toujours mis mon réveil un petit peu avant pour me poser au calme et méditer, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de silence, de me retrouver Mhm. avec moi-même, Ouais, et donc voilà, j'aime commencer ma journée par être seule. Et ouais. donc, par exemple, ça c'est un peu plus long quand je pratique ma méditation, que ce soit dehors, dedans, voilà. Mhm. Mhm. Mais j'ai aussi plein je dirais, de petits rituels plus courts qui me permettent, si tu veux, si on a une tasse d'énergie et de bon, de faire en sorte qu'elle soit pas vide et de la remplir à chaque fois, goutte par goutte, Ouais. si tu veux. Et vraiment de faire en sorte de garder une certaine énergie, de garder et de cultiver une certaine énergie. Voilà. Et donc ça, c'est au quotidien, des petits rituels qui prennent pas longtemps. Mais si tu veux, je pourrais t'envoyer, parce que je suis en train de faire un e-book qui sera gratuit avec justement la Waouh. liste de tous mes petits rituels que je donne Oh, aux mamans que j'accompagne et génial. tout. Et je me suis dit, bah ouais, donc voilà, Oh, ça, ce sera ouais, un joli cadeau aussi. On mettra le lien pour le téléchargement. ben Euh, voilà.
C'est super. Et alors, dans ces petits rituels, je pense aussi, c'est quelque chose que je partage assez souvent, c'est que effectivement, ça n'a pas besoin d'être long. L'important, c'est d'y mettre de la C'est présence ça. et de la conscience, et vraiment de savourer Exactement. ces petits moments pour soi, pour qu'ils comptent vraiment en fait. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. Et je dirais, c'est dans un... C'est toujours en fonction de qui on est. Par exemple, certaines femmes, c'est plus difficile, dans celles que j'accompagne, de pouvoir savourer et se poser parce que c'est le moment où leur cerveau va se mettre en ébullition, tu vois. Oui, oui, Et donc, oui. ça va être ah non, c'était pas le moment, mais c'est comme ça. Et c'est comment je vais pouvoir, du coup, apprendre aussi comment fonctionne, par exemple, mon cerveau et pour que dans ces moments-là. Donc, je dirais, voilà, c'est des rituels avec énormément de présence. Et en même temps, c'est vrai que chacune a ses spécificités, évidemment, Ouais, pour pouvoir les ouais. vivre en présence. Et ça, c'est à chacune à découvrir, en fait, comment elle Mhm. fonctionne, qui elle est, ses Ouais. particularités et tout ça. Donc il y a ça. Et alors quand je dirais, je sais pas moi, admettons, j'ai envie de pratiquer quelque chose, et puis il y a Anna qui se réveille en mode pump it up, Rose qui veut téter, enfin tu vois, et que je suis là, c'est quelque part de ce que j'ai appris à faire, c'est aussi vraiment à me dire ok, là maintenant, mais je prends un engagement vis-à-vis de moi-même en fait. Et ça a été pas toujours évident, mais ça a vraiment été quelle est l'importance que je m'accorde à moi, Gwendael, pas à Mhm. l'épouse, pas à la maman, parce que dans notre société, une fois qu'on est maman, tout à coup, voilà, sacrifice et tout. Non, en On fait, n'existe plus en tant c'est que ça, femme, hein, c'est c'est terminé. ça. Hein, ouais, Et ouais. donc, à quel point je suis importante, moi, la femme. À quel point je m'offre cette importance, moi, à la femme. Mhm. Mes rêves, mes projets, ma santé, mon corps, mon bien-être à moi, en fait. Mhm. Donc, ça a vraiment été ça. Et quand c'est comme ça, de me réengager vis-à-vis de moi-même. Et puis, quand j'étais en Belgique, parfois aussi de demander de l'aide autour, entre voisins, et des Mhm. choses qui parfois qui existent. Moi, quand j'avais suivi ma formation pour accompagner les parents à sortir du burn-out parental, on avait reçu comme ça toute une série de ressources. Et même maintenant sur Internet, je dirais, il y a toutes des ressources comme ça qui existent entre les voisins et tout pour pouvoir s'entraider. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment la chance de vivre avec un homme qui est, qui sait vraiment être aux petits soins aussi et qui Ouais. prend sa part dans le ménage en fait. Donc c'est Mhm. un homme qui Mhm. va vraiment tu vois, ici, quand on a mis le rendez-vous à 9h30, alors qu'en général, je Ouais. commence un peu après, il m'a même pas dit, je lui ai dit, voilà, je commence à 9h30, il m'a dit, ok, c'est bon, tout sera prêt. Et je n'ai pas et ça, je suis hyper en Ouais. gratitude, en fait. Alors, c'est 15 ans de relation amoureuse où c'était pas comme ça au début et où on a Mhm. cheminé en tant que couple aussi. Mais c'est vrai que, même si c'est tout un chemin et que j'y mets du mien, je reconnais que j'ai vraiment la chance Ouais. d'avoir la grâce d'avoir un mari Ouais, c'est qui ça. je n'ai jamais à justifier quoi que ce soit. Je n'ai jamais à... voilà, enfin, tu vois. Et puis t'as pas la charge mentale non plus de dire bon ben voilà il va falloir faire ça, 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 ceci et cela parce que c'est pas dans ses habitudes. Donc c'est tu n'as pas ça comme Exactement. charge mentale non plus. Hein. Ouais, c'est précieux. Hein, Exactement. ouais. Ouais. C'est hyper précieux. Alors, c'est vrai qu'il y a, par exemple, je prends un peu plus de charge émotionnelle, Ouais. de certaines charges, mais typiquement, en Mhm. effet, la charge mentale, j'ai beaucoup plus de grâce, on va dire, que la plupart des femmes qui assument la Mhm. grande majorité de la charge Mhm. mentale, alors qu'en fait, oui, nous, elle est très bien répartie, quoi. Mhm. Mais bon, tu l'as travaillé aussi. Hein, c'est quelque chose qui a été Mhm. mis en place en tant que couple, je Oui, suppose. tout à fait, oui, Ouais. Mhm. exactement. On va arriver à la fin de cet entretien et je voulais te demander quel est ou quels sont tes défis personnels ou professionnels qui t'attendent dans les prochains mois et comment tu comptes faire pour les surmonter. Hmm. Alors, un de mes, un de mes défis qui est connu depuis un petit moment, c'est que j'ai un trouble de l'attention, tu vois. D'accord. Et donc, typiquement, professionnellement, moi, m'organiser, etc., je ne te dis pas. Enfin, voilà, c'est pas toujours évident de me concentrer. Alors, si je suis passionnée, je peux être indéconcentrable pendant Ouais. des heures. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est un défi, on va dire, qui est connu et que je demande de l'aide. Enfin voilà, pour Mhm. le surpasser, Ouais. j'échange et j'apprends à me connaître. Et le défi, je dirais, de ces moments-ci, c'est j'ai envie de relancer mon programme de groupe donc cet automne.
Et ça va vraiment être, tiens, comment dans ma vie nomade, je vais pouvoir organiser pour avoir vraiment ces rendez-vous qui soient fixes, pour avoir dans mon programme de groupe la qualité que j'avais quand j'étais pas nomade, parce que mine de rien, le côté nomade vient ajouter aussi pour Internet, etc., un certain défi. Et donc ça, c'est mes défis de ce moment-ci, en fait. Ouais, ok. Voilà, ça, c'est un peu mes défis de ce moment-ci. Ouais. Et alors, aussi enfin ça c'est au niveau professionnel, hein, mais aussi je dirais dans ma communauté, j'aimerais aussi me faire un petit peu plus connaître, un peu plus largement aussi par des personnes que je sais que je peux accompagner ou qui sont aussi intéressées par mon message en fait. Et le côté, avant j'avais un cabinet physique, le côté nomade fait que c'est important pour moi aussi de me faire connaître un petit peu plus largement si tu veux. Et donc ça c'est un des défis aussi. Et pour ça, on en parlait juste avant, hein, je me forme, je travaille intérieurement aussi sur toute une série de croyances, etc. Et donc voilà, c'est un petit peu un pas à la fois, comme une randonnée. Une étape à la fois, que j'écortique par un pas à la fois. Je vais pas tout de suite faire la randonnée d'un coup, je vais pas tout de suite au sommet, mais c'est vraiment un pas à la fois. Voilà, j'ai envie de plus de visibilité, tout ce travail intérieur, ce travail pratico-pratique, etc. Je me forme et voilà. Ok, merci. Et pour conclure, est-ce que tu as encore un mot de la fin ou un conseil que tu tiens à partager, quelque chose d'important à dire à mes auditrices? Ouais, c'est que même si je les connais pas, je suis certaine que chacune d'entre elles là maintenant, peu importe ce qu'elle est en train de traverser, peu importe ce qu'elle est en train de vivre, peu importe son corps, peu importe, ou ce qu'elle pense en tout cas de son corps plutôt, c'est qu'elle est fabuleuse, qu'elle est magnifique et qu'il ne lui manque absolument rien. Waouh, génial. Merci beaucoup Gwendaëlle pour ce dernier mot, pour tout cet amour qu'il apporte aussi et que j'espère que toutes mes auditrices auront ressenti, que ça va leur remplir un petit peu le cœur et l'illuminer. Merci beaucoup pour cet échange passionnant et je t'invite à retrouver Gwendaëlle sur les réseaux sociaux, sur internet, sur son site. Et donc je mettrai les liens en description et alors quand l'e-book sera sorti aussi, là, je remettrai le lien aussi dans la description de ce podcast. Merci beaucoup Gwendaëlle. Avec plaisir, merci à toi Chloé, c'était vraiment un énorme plaisir, Merci. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à lui donner 5 étoiles et à me laisser un commentaire ainsi qu'à vous abonner gratuitement pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités et les sujets des prochains épisodes en avant-première sur mon compte Instagram. Mangerie M, le podcast qui te fait oublier les régimes pour adopter la joie. Présenté par Chloé De Smet, diététicienne holistique. Tous les lundis dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée.